En entrevue récemment sur les ondes de Radio-Canada pour discuter de la course au poste de co-porte-parole de Québec solidaire, le député Sol Zanetti affirmait que la gauche, c'est l'amour, rien de moins. Notre question choisie cette semaine par Benjamin Boivin, la politique est-elle une affaire d'amour? Benjamin, je te regarde. Il me semble que tu n'es pas le type romantique d'habitude. Est-ce que tu dirais que politique et amour font bon ménage? Ben, tu présumes de mon intériorité, Simon. Je trouve ça un peu blessant, mais quoi qu'il en soit. Moi, j'ai trouvé ça très amusant de voir Sol Zanetti décrire la gauche comme l'amour, comme ça. Je trouve ça très, très, très drôle, parce qu'après tout, je veux dire, c'est un peu ridicule. Si la gauche, c'est l'amour, et bien quoi, la droite, c'est la haine? Bon, ben voilà, la question est réglée. On veut la gauche au pouvoir. Donc, on est tous des extrémistes de gauche, d'une certaine manière. Qui est contre l'amour? Le pape, ce serait le plus grand politicien Jésus. De toute façon, l'amour, c'est ce qui motive beaucoup de nos actions. Hein. Finalement, on cherche le bien, on désire le bien. L'idée qu'on se fait du bien, peu importe laquelle, peu importe si elle est complète, parfaite, erronée. Moi, je pense vraiment que oui, la politique est une affaire d'amour. Parce qu'après tout, la politique, c'est ce qui concerne les affaires de la cité. Et c'est impossible d'avoir une cité unifiée avec des citoyens qui cherchent un bien commun s'ils n'ont pas entre eux quelque chose comme une amitié civique, s'ils n'ont pas un certain goût d'être dans une communauté qui les réunit. Et pour ça, il faut un peu d'amour, quelque chose comme un amour, l'amour qui réunit les citoyens. Et cet amour qui nous fait se sentir finalement dans la même équipe, dans une entreprise commune. Hein, les nations, comme la nation québécoise, l'ont plus ou moins clairement, plus ou moins confusément. Mais il est certain que l'amour vraiment détermine notre capacité à vivre une vie politique commune, à vivre d'une vie qui est riche finalement, qui vaut la peine d'être vécue, qui dépasse la seule action individuelle où finalement on est dans un rapport de commerce avec l'État, où on lui donne un peu d'argent avec nos taxes pour obtenir certains services en échange, et puis c'est tout. Il y a sans doute de nos concitoyens qui pensent comme ça, qui vivent comme ça, qui ont ce genre de rapport-là avec la collectivité. Ces gens-là, au moins, ont sans doute un rapport d'amour avec des réalités politiques, disons, inférieures. Peut-être avec leur communauté familiale, la communauté de la ville, différents groupes. Ils aiment la liberté, ils aiment, au moins, c'est ça, c'est la liberté individuelle, au minimum. Ils recherchent certains biens, et puis parfois, en cette liberté individuelle-là, ils ne voient pas clairement qu'il faut, en fait, une communauté d'amis, de citoyens amis pour la garantir, pour la protéger. Mais mon point, c'est que c'est quand même une affaire d'amour que d'aimer la liberté individuelle. Effectivement. Et puis, plus généralement, la politique, la politique, c'est une affaire qui implique les sentiments humains. Hein. C'est pas seulement une affaire de calcul rationnel, une affaire de décision basée sur des statistiques, sur des stratégies professionnelles, sur des consultants. La politique engage le thumos, là, ou disons, on pourrait dire l'ardeur à combattre, des sentiments nobles qui sont profondément ancrés dans notre histoire et qui motivent beaucoup de grandes œuvres de la littérature. Donc, l'ardeur à combattre contre l'ennemi, l'ardeur à défendre ceux qui sont plus faibles. Toutes ces choses-là relèvent des sentiments humains qu'on cherche parfois à effacer artificiellement de la vie politique. Et à mon avis, c'est un grand péril. Un bon politicien doit maîtriser la rhétorique, l'art de justement susciter des sentiments d'amour ou de haine envers ce qui est bien ou mal pour la société. On le voit beaucoup dans les campagnes électorales. On a parfois des gens qui commentent et qui disent « Bon, les gens sont irrationnels, ils ne votent pas sur la base des programmes. » Bien, dire ça, d'une manière, c'est méconnaître la nature humaine, de s'imaginer que les gens vont seulement regarder le programme et dire « Bon, ben voici, ça coche toutes les cases, je vais voter pour lui. » Mais parlant de rhétorique, Sol, c'est un politicien, mais c'est aussi à la base un philosophe. Moi, je pense pas que Sol a affirmé cela en sachant que c'était une bonne définition, que c'était rigoureux. Il a dit que c'était une définition philosophique de la gauche. Ah oui, dans l'entrevue, si on reprend l'entrevue dans son contexte, puis il va s'expliquer, là, si on peut mettre un peu plus de jus dans ce qu'il disait. Il va dire la gauche, c'est la solidarité, c'est la bienveillance, c'est le souci des marginalisés, etc. Donc, c'est comme ça qu'il va justifier la chose par rapport à la droite. OK, mais... Mais ici, la question, c'est plus, est-ce que amour et politique ont un lien? Oui, si on admet ça, là, OK, mais les gens de droite, c'est quoi? C'est vrai que souvent, on a cette image maintenant que la droite, c'est plus des gens qui veulent s'enrichir, qui veulent favoriser leur bien-être à eux seuls puis qui ne pensent pas au bien commun. Mais, je veux dire, la gauche communiste du 20e siècle... Là, avec les goulags, est-ce que les goulags, c'est l'amour? Est-ce que c'était l'amour, ça? Mais aussi, est-ce qu'on peut dire que le bien commun est cherché idéalement, en tout cas par tous, mais qu'on ne s'entend pas sur les moyens? Certains vont dire la propriété privée, l'entreprise libre, le libre marché peuvent favoriser le bien commun d'une richesse collective qui va nous permettre de payer des soins de santé à tous ensuite. Moi, ce qui m'a frappé, en tout cas dans la remarque de Sol, là, c'est tout de suite, il m'est venu à l'idée, en fait, qu'un bon politicien, c'est aussi
c'est quelqu'un qui aime, mais c'est quelqu'un qui est capable de ne pas être aimé. Parce que je trouve, en tout cas dans une certaine, si on prend l'exemple de la gauche, qui peut avoir une certaine tendance à prendre des décisions pour ne pas frustrer certaines personnes. Hein. Si on pense, c'est comme si on était présenté, par exemple, si on est contre l'avortement, on a l'impression qu'on haït les femmes ou des choses comme ça, là, comme si, au moment où on dit non, au moment où on impose une certaine limite, on va être haï de beaucoup de personnes. Et moi, je pense que la politique, si c'est aimer les gens, c'est aussi cette capacité à ne pas être aimer d'eux en retour. Hein, comme dans la parentalité, dans le fond. Comme dans la parentalité. Là, c'est sûr que c'est différent parce que ce qui est on est avec des adultes, là, on est avec des gens matures dont on n'a pas une responsabilité. Aristote va dire la politique, ce n'est pas comme la famille. Hein. Le parent a une autorité sur son enfant, pas comme le politicien sur ses citoyens. Mais quand même, il y a quelque chose de semblable, je pense. Et la question, des fois, que je me pose, c'est oui, il faut aimer, mais il faut aussi avoir la capacité de ne pas être aimé en retour. Benjamin, j'aimerais revenir. Au début, tu disais très bien que la politique, c'est d'abord de gérer le bien commun, d'une certaine manière. Qui dit bien, dit amour, parce que l'amour, c'est comme une tendance vers un bien. Mais est-ce que le problème aujourd'hui, justement, c'est qu'on ne s'entend plus sur c'est quoi le bien commun? On est tous divisés en petits groupes, en communautarisme, diraient certains. Puis chacun, on a un but différent les uns des autres. Bien, pour revenir à une question qui a été abordée dans le segment de Laurence, il y a aussi la question du langage, finalement. L'une des raisons pour lesquelles on est incapable de réfléchir à la poursuite du bien commun, de manière générale, dans nos sociétés politiques libérales, c'est parce que c'est tout simplement pas une question politique pertinente. En réalité, les politiciens, les intervenants de la vie politique ne parlent pas du bien commun et ne cherchent pas, ne conçoivent pas que le bien commun, c'est le plus grand bien des citoyens, c'est le bien qui ne peut être obtenu qu'en étant partagé et qu'on doit le poursuivre. Et même si, évidemment, il y aura toujours des différences dans les moyens de poursuivre le bien commun, quel bien particulier devrait-on poursuivre actuellement comme communauté? Il y a des délibérations et donc des gens qui vont être déçus et des gens qui vont être satisfaits de la délibération. Mais du moment qu'on est conscient collectivement de cette nécessité-là, de cette finalité de la vie politique, déjà, on est dans un univers intellectuel complètement différent dans celui où on est, en fait, dans une lutte à savoir quelle est la finalité de notre politique. Et dans une société libérale moderne comme la nôtre, où on a une gauche et une droite qui ont l'impression de combattre l'une et l'autre pour un objectif qui est mutuellement exclusif, finalement, là, si l'un gagne, l'autre perd et inversement, bien, c'est certain qu'on n'est pas capable de concevoir le bien commun. Et donc, on s'imagine difficilement que la politique est une affaire d'amour, puisque l'exercice dans lequel on est impliqué, c'est un exercice de combat. On n'en parle pas souvent du bien commun, mais des fois, il est comme présupposé. C'est l'argent, la richesse, ou la santé, ou la sécurité, des choses comme ça, sans qu'on le nomme nécessairement. Il y a toujours cette question du bien commun qu'on en discute ou qu'on n'en discute pas, mais si on est capable de la comprendre et d'y réfléchir, on va présumément être capable de la poursuivre d'une manière qui est plus rationnelle puis à la fois plus satisfaisante pour les besoins de la personne humaine, ses sentiments. Merci. Merci à vous trois pour cette discussion qui peut se poursuivre sur Internet, spécialement sur la page YouTube du Verbe Média. Vous pouvez aussi toujours nous écrire à verbomoteur@leverbe.com.